monopole des Européens. Il propose que l'Uruguay organise cette nouvelle compétition. Et donc, quand l'Uruguay s'est déclarée candidate à l'organisation de la première Coupe du Monde, tout le monde a dit Amen. Mais personne ne s'est rendu compte que pour aller en Uruguay, il fallait prendre le bateau. Entre le voyage aller, le voyage retour et la compétition, c'était presque 2 mois. Nous sommes au début du XXe siècle. L'Amérique du Sud est au bout du monde. Or, la FIFA n'est pas riche. Elle ne peut rien financer. Plusieurs délégations renoncent à faire le voyage. Seules 4 équipes européennes embarquent pour Montevideo. La traversée dure 3 semaines. Cette première Coupe du Monde voit la victoire de l'Uruguay. Elle est un immense succès populaire. L'histoire de la FIFA est en marche. Jules Rimet veut faire grandir l'organisation. En 1932, il prend la décision d'installer le siège à Zurich, en Suisse. C'est un pays central en Europe et bien desservi par le train. Mais tout cela ne suffit pas et le choix stratégique de Jules Rimet. Pourquoi la Suisse ? Il y a un problème monétaire important dans les années 30, c'est celui des dévaluations et du contrôle d'échange. Or, la Suisse a une monnaie stable dans les années 30, ce qui est essentiel évidemment pour assurer revenus financiers et paiements à la FIFA. Dans les années 30, les idéaux humanistes de la FIFA ne résistent pas à la montée des régimes autoritaires. En 1934, Mussolini se sert du football pour mettre en valeur son régime fasciste. La rencontre débute devant une assistance record, 60 000 spectateurs. Les Français peuvent espérer la victoire. 4 ans plus tard, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, c'est au tour de la France d'accueillir le tournoi. Les Italiens dominent. Piola, l'avant-centre italien se démène. Il passe à Meazza. Le shot part. À Paris, sur le sol français, devant les spectateurs et les caméras, les joueurs de l'équipe allemande exécutent le salut nazi. Au grand désespoir du président de la FIFA, Jules Rimet. Malheureusement, ça a été pour lui conçu comme quand même un échec. Moi, il m'avait dit, je me suis fait des illusions, j'ai cru que ça pourrait soit retarder, soit éviter la guerre, faire participer à des négociations, puisque tous les gens étaient ensemble. Au début des années 50, le monde change. Il est en pleine décolonisation. Les anciennes colonies participent à l'essor du football et de la FIFA. Les pays qui devenaient indépendants dans les années 60 et 70 s'inscrivaient d'abord à la FIFA avant d'aller s'inscrire à l'ONU. Ça montre la hiérarchie du pouvoir de la FIFA et de l'ONU. Dans les années 60, les Brésiliens deviennent les meilleurs footballeurs du monde, avec un jeu très spectaculaire. Les artistes, ils ont la virtuosité, les athlètes, ils ont les extraordinaires qualités. Ces footballeurs qui sont les meilleurs. La FIFA, elle, reste dirigée par des Européens. Qui, avec une apparente facilité, marque le premier but. En 1961, elle se choisit d'ailleurs un nouveau président. Il est anglais et s'appelle Stanley Rous. Rous ne jure que par le football européen. Stanley Rous était surtout un ancien arbitre international. Et il avait une vision assez, si vous voulez, assez restrictive, assez limitée du développement du football. Pour les phases finales de la Coupe du Monde, il considère que l'Europe, l'Amérique du Sud, doivent se tailler la part du lion. Pour la Coupe du Monde 66, l'Asie